Bonsoir à nouveau, chers auditeurs. Je vous remercie de rester à l'écoute pour assister à cette deuxième partie du libre journal des sciences et des techniques sur Radio Courtoisie. Ce journal est animé par votre serviteur Paul de Vels et nous recevons ce soir, nous avons le privilège de recevoir ce soir le professeur Dominique Bellepomme, cancérologue éminent, président de l'European Cancer and Environment Research Institute, Centre européen de recherche sur le cancer et l'environnement, et également président, je crois, d'ARTAC. De l'ARTAC, l'Association pour la recherche thérapeutique anticancéreuse. Bon, alors le docteur Bellepomme est un éminent cancérologue qui combine à la fois une carrière de chercheur, d'administrateur et de thérapeute, puisque vous consultez toujours pour soigner les gens qui sont atteints de ces pathologies. À la clinique Alray-Labrouste. À la clinique Alray-Labrouste. Alors dans peut-être vous pouvez vous donner la rue, l'adresse. Oui, c'est rue Labrouste. Je crois que c'est le 60 rue Labrouste. Rue Labrouste dans le 15e. Dans la clinique Alray-Labrouste, et vous pouvez y trouver le docteur Dominique Bellepomme. Alors, le titre de notre émission, c'est comment prévenir le cancer. Et dans la première partie qui s'est achevée tout à l'heure, nous avons, constaté un certain nombre de faits que je vais rappeler pour la bonne compréhension de ce qui suit. D'abord, les nouveaux cas de cancer, c'est de l'ordre de 390 000 nouveaux cas par an, chiffre de l'année dernière. Il faut savoir que ce chiffre a explosé, c'est-à-dire que en 20 ans ou 30 ans, ça a été multiplié par 3 ou 4 ou davantage, et ce n'est pas lié à, disons, le fait que la population, au vieillissement de la population, parce que ces cancers touchent également beaucoup de personnes très jeunes. Et c'est un véritable problème de santé publique, puisque si l'évolution qui est celle de ces dernières années continue, se prolonge, eh bien la sécurité sociale n'aura pas les moyens de traiter toutes les personnes atteintes par le cancer, puisque on risque de passer du chiffre actuel de 14 milliards d'euros, coût annuel du traitement du cancer, à peut-être 100 ou 150 milliards par an, ce qui entraîne la faillite de la sécurité sociale tout simplement. Donc il y a plusieurs questions qu'il nous faut regarder. C'est d'abord essayer d'identifier les causes. Certaines d'entre elles sont claires. Ce sont par exemple des pesticides comme la chlordécone dans les Antilles qui ont été clairement identifiés comme à l'origine de nouveaux cas de cancer. Et la deuxième question, c'est non seulement chercher les causes, mais regarder quels sont les comportements que nous pouvons adopter pour prévenir le cancer. C'est-à-dire, on estime aujourd'hui que environ 80% des cas de cancer pourraient être prévenus, c'est-à-dire qu'on pourrait agir avant que le cancer ne se développe pour l'empêcher ou faire en sorte qu'il n'ait pas lieu. Alors bien entendu, nous avons dans l'ordre regardé les causes qui pouvaient être éliminées comme le tabagisme, le cannabis, la fumée, des comportements dangereux comme le fait de s'exposer sur une plage aux ultraviolets. Et je ne saurais trop insister avant les congés d'été sur le fait qu'il est établi que les crèmes solaires ne protègent pas réellement contre les ultraviolets provoquant le cancer. La crème solaire peut empêcher qu'il y ait un coup de soleil, mais ça n'empêchera pas le développement de certains cancers. Et alors ensuite, nous essayons nous avions terminé la première partie de l'émission là-dessus, sur essayer de voir si on pouvait, une personne, au-delà de s'arrêter de fumer et de mettre un chapeau lorsqu'elle randonne en montagne, eh bien, pourrait avoir un comportement qui lui permettrait d'éviter le développement de cancer. Et nous avons très vite, nous sommes arrivés sur des questions du comportement alimentaire.
Et là, docteur Bellepomme, vous nous avez vraiment donné une information très claire, c'est-à-dire pour ce qui est du développement du cancer, le fait de changer drastiquement son régime, par exemple passer d'un régime de viande à un régime végétarien, n'influe pas beaucoup. Ça n'a pratiquement aucune importance, sauf bien sûr sur les idées de base, c'est-à-dire qu'il vaut mieux manger des fruits, des fruits et légumes pour que la digestion ait lieu. Mais disons que si on passe par exemple d'un régime très carné à un régime végétarien ou végétalien, eh bien ça ne changera pas grand-chose à l'incidence du cancer. Par contre, une chose agit et est absolument capital, c'est que si on passe de l'alimentation traditionnelle au bio, eh bien là, tout est changé. Et c'est là-dessus que nous nous étions arrêtés. Alors, en clair, vous prônez l'alimentation bio pour empêcher que les personnes qui consomment des aliments pour se nourrir, eh bien, soient intoxiquées par toutes sortes de produits chimiques qui vont des additifs, des colorants et en même temps des résidus de pesticides. Est-ce que vous pourriez développer, professeur Bellepomme, ce dernier point un peu plus avant? Oui, alors, je reviens sur le fait que, contrairement à ce qui est dit classiquement, changer de régime pour un régime moins carné et plus riche en fruits et légumes n'est pas suffisant pour éviter l'apparition d'un cancer. Juste une chose, permettez-moi, je n'ai pas dit que c'était totalement inutile, non, mais que c'était marginal en quelque sorte. Voilà. Donc, si vous voulez, cette marginalité a été prouvée par une étude européenne prospective qu'on appelle l'étude EPIC, et qui a testé des milliers d'individus de façon prospective en comparant un régime justement normal, c'est-à-dire carné, sans trop de fruits et légumes, à un régime où il y avait une prédominance de fruits et légumes. Et la différence en termes de taux de cancer est minime, est marginale. C'est-à-dire qu'il y a pratiquement autant de cancers dans l'une et l'autre de ces deux branches. Donc ce qui montre bien que, contrairement aux allégations actuelles qu'on voit fleurir un petit peu partout dans les médias, disant faites de l'exercice, mangez 5 fruits et légumes, etc., ceci n'est pas suffisant pour prévenir le cancer. Attendez, on est d'accord sur le cancer, mais ça ne veut pas dire que changer d'alimentation ne soit pas utile pour d'autres pathologies. Voilà. Nous ne parlons aujourd'hui que du cancer. Et en particulier, c'est évident que si, par exemple, pour une personne obèse, si on lui dit de faire un régime raisonnable, eh bien c'est la moindre des choses. Oui. Par contre, vis-à-vis du fait que cette personne obèse va développer un cancer ou pas, c'est précisément son régime ne changera pas grand-chose. Nous sommes d'accord. C'est-à-dire que c'est l'effet anticancéreux du régime qui est en cause là dans la thèse classique. Alors, face à cette thèse, si vous voulez, il est évident que nous parlions des résidus dans l'alimentation, des résidus chimiques dans l'alimentation, et nous étions en train de dire que il y avait deux types de ces résidus. Il y avait des résidus contaminants qui relevaient essentiellement de l'agriculture intensive, qui étaient donc dans notre assiette à notre insu bien sûr, mais si vous voulez, les agriculteurs n'en font pas exprès, alors que les deuxièmes types de résidus que sont les additifs, là, c'est de façon intentionnelle qu'on les met dans les aliments, donc dans notre assiette, et ça, c'est le fait de l'agroalimentaire, de l'industrie agroalimentaire. Et que, si vous voulez, globalement, les deux types de résidus chimiques, eh bien, finissaient par donner des cancers. Pourquoi? Là, je répète ce que j'avais dit précédemment. Il faut s'éloigner de ce que nous disait Paracels, que c'était la dose qui faisait le poison. Ici, ça n'est pas la dose qui fait le poison, mais la répétition des doses. Autrement dit, des doses minimes de résidus chimiques qu'on va retrouver dans notre assiette peuvent à la longue, si vous voulez, induire dans le cas d'une toxicité chronique une maladie telle que le cancer. Et donc, cet état de fait que il faut trouver des moyens pour s'y opposer. Et le moyen essentiel pour s'y opposer, c'est bien sûr le bio. Et je disais que pour ce qui est de la bio, c'est-à-dire de manger bio, il y avait trois intérêts à cela.
exceptionnellement l'existence de pesticides dans les aliments bio, donc il n'y a pas de pesticides en règle générale, donc c'est un élément clé puisqu'on sait que les pesticides sont cancérigènes, ou en tout cas qu'un grand nombre d'entre eux le sont. Deuxième point, absence d'additifs alimentaires, et ça, si vous voulez, le cahier des charges est suffisamment strict sur ce point. Et enfin, troisième point, un taux d'antioxydants, donc des substances anticancéreuses qui sont à un niveau beaucoup plus élevé dans les aliments bio par rapport aux aliments non bio. Alors, question posée, oui, tout ceci c'est bien joli, est-ce que c'est prouvé scientifiquement? Réponse, oui, c'est en voie de l'être grâce à une étude qui vient de paraître, commanditée par l'INSERM, qui de façon indirecte pose clairement le problème d'un effet anti-cancer des régimes bio. Bon, deuxième question, oui, mais tout le monde ne peut pas, ça coûte cher, tout le monde n'a pas un porte-monnaie suffisamment garni pour manger bio tous les jours. Oui et non, et c'est cela qu'il nous faut discuter. Oui, parce que c'est vrai qu'un grand nombre d'aliments bio sont encore chers. Non, parce qu'il y a un certain nombre de produits bio phares, courants, qui sont abordables financièrement, qu'on retrouve à des prix relativement comparables à ceux des aliments non bio. Alors, autre point, est-ce que il y a suffisamment aujourd'hui et c'est la troisième question, est-ce qu'il y a suffisamment de production bio dans notre pays pour faire face à la demande croissante du marché? Autrement dit, est-ce que l'offre est suffisante par rapport à la demande? Réponse, non. Et c'est ça le point le plus ennuyeux actuellement, c'est que de plus en plus de gens sont convaincus qu'il faut manger bio. Et nous allons voir que c'est surtout évident pour les enfants et les femmes enceintes. Nous allons voir ceci, c'est capital. Est-ce qu'il y a suffisamment de magasins bio? Est-ce que la chaîne est suffisamment bien organisée pour répondre à la demande? Eh bien, la réponse est non. Et malheureusement, un certain nombre de chaînes, un certain nombre de grandes surfaces importent du bio qui vient de l'étranger, en particulier des pays de l'Est, mais également de certains pays africains. Et là, nous n'avons aucun contrôle sur la qualité de ce bio-là. Donc, il y a une sorte de perversité dans le système aujourd'hui et sinon de pollution potentielle du bio qu'on va trouver dans les surfaces, dans les supermarchés. Alors, que faire? Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est bien sûr développer le bio de façon générale. Et ça, il y a un énorme effort qui a été fait bien avant d'ailleurs ce qu'avait demandé le Grenelle de l'environnement. Il y a aujourd'hui un nombre considérable de petites exploitations, de moyennes exploitations agricoles qui se transforment en bio. Et ceci est excessivement rassurant. Et donc, l'essor est en train de prendre de façon considérable. Deuxième point, et ce n'est pas non négligeable, il faut absolument lorsqu'on est au niveau individuel, il faut absolument non pas acheter du bio dans les grandes surfaces parce qu'on ne sait pas très bien d'où ça vient, mais aller dans des magasins de proximité, là où on a une idée d'où proviennent les produits bio, car il y a, si vous voulez, dans ce cas-là, une traçabilité qui s'organise très bien. Donc plutôt recommander d'aller acheter des produits bio dans les petits magasins plutôt qu'en grande surface dont on ne sait pas d'où ça vient. Bon, si je résume, en gros, le bio est parfaitement recommandable, mais on n'en produit pas suffisamment. Les grandes surfaces fournissent du vrai bio et du bio qui vient de l'étranger qui ne l'est peut-être pas tout à fait. Ça. Voilà. Mais alors ceci étant, si vous voulez, bon, le bio, ça concerne surtout, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Les aliments bio, ce sont les céréales, les fruits et légumes, les boissons, mais par exemple la viande. Bien sûr aussi, bien sûr. La viande, c'est pas évident non plus. Le porc bio, est-ce que ça existe? Alors si vous voulez, pour dire une chose, je suis très inquiet. Par exemple, pour la charcuterie, parce que la charcuterie, bon, si vous voulez, la France est un pays qui fait honneur à tout ce que produit le cochon. Ça va de l'andouillette au petit salé, et ainsi de suite, le jambon. Mais le problème, c'est dans la grande charcuterie, eh bien, ça utilise des porcs. On m'avait signalé une fois qu'un porc recevait une centaine de piqûres et parfois davantage. Pour le soigner, ça va des antibiotiques à toutes sortes de traitements
pour que cet animal produise le maximum de viande dans le minimum de temps. Et bien entendu, les porcs sont parqués dans des tout petits espaces, dans des espèces d'exploitation. Porcherie, ils ne voient pas le jour. Enfin, c'est une horreur. Et alors là-dessus, si vous voulez, la véritable question, c'est que parfois, il n'y a pas de possibilité de trouver du véritable porc biologique. C'est-à-dire que, par exemple, il existe des types d'exploitation où le porc est élevé en plein air, par exemple. Oui. Mais ça, c'est assez rare. C'est du porc de très haute qualité. C'est en train de venir. C'est-à-dire, vous avez tout à fait raison d'insister sur le fait que les produits bio actuellement, c'est essentiellement le laitage, les fromages, les légumes, les fruits et légumes. Bon. Et que, en ce qui concerne la viande, c'est plus difficile à venir. Mais cela vient, puisqu'il y a des produits. Mais le problème, c'est l'organisation des filières, si vous voulez. C'est-à-dire, ça commence par avoir du foin bio, par exemple. C'est-à-dire du foin qui est coupé dans un pâturage qui ne contient pas de pesticides, bon, etc., etc. Et dans l'alimentation des bestiaux, parce que on oublie que beaucoup de bestiaux sont nourris avec des tourteaux. Ces tourteaux peuvent très bien contenir du soja transgénique et toutes sortes de choses épouvantables. Par exemple, prenons l'exemple je vais donner l'exemple du saumon. Le saumon, qu'est-ce qui se passe? Lorsque les gens mangent du saumon, ce n'est jamais du saumon sauvage. C'est du saumon qui est élevé dans des fermes, c'est-à-dire des espèces de filets qui entourent des poissons qui sont tassés les uns sur les autres, et on leur donne carrément, il faut le dire, des ordures, enfin des produits chimiques, des choses épouvantables à manger. Le but est que le saumon pousse le plus rapidement possible, et en fin de compte, une fois que cet animal est pêché, on présente ça comme saumon fumé au moment des fêtes de Noël, et les gens ne se rendent pas compte que ces animaux, ces poissons sont nourris de façon la plupart du temps épouvantable, et qu'il n'y a pas de recherche véritable de tous les produits toxiques qui leur sont donnés pour qu'ils puissent ne pas tomber malades dans ces conditions de promiscuité atroces. Enfin bref, c'est une horreur, et je dirais que ça devient extrêmement difficile de trouver un saumon sauvage. Si vous voulez trouver du saumon sauvage aux États-Unis, par exemple, les seuls qui existent, c'est du saumon en boîte, en conserve. Mais pratiquement, il est très rarissime qu'on puisse trouver un véritable saumon pêché. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, je ne dis pas que c'est facile, mais il y a un essor manifeste, parce que il faut savoir que contrairement à ce qui est dit par certains qui disent oui, la bio c'est une mode, ça n'est pas du tout une mode. Qu'est-ce que c'est que la bio? C'est en définitive revenir à une alimentation telle qu'on l'avait antérieurement. C'est-à-dire avant l'utilisation des pesticides, avant, si vous voulez, les 30 glorieuses, c'est-à-dire les moments où l'agriculture est passée d'un stade traditionnel à un stade intensif. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, les choses évoluent très très rapidement, y compris pour les filières bovines notamment, où maintenant, ça n'est pas encore courant, bien sûr, mais on peut trouver de la viande bio. Voilà. Alors. Et c'est pour ça, docteur Bellepomme, je vous interromps, mais ce projet de ferme où vous auriez 3000 vaches qui seraient élevées en batterie comme les poulets en Picardie me paraît du ressort de l'abomination. C'est l'abomination. C'est comme, on va pas citer je voudrais pas trop paraître comme un anti-breton, puisque je suis moi-même en partie de breton, mais les porcheries en Bretagne sont manifestement des zones inacceptables au niveau sanitaire en matière de si vous voulez, pour les animaux et pour l'homme qui est en bout de chaîne de même. Donc, si vous voulez, il est clair que là, il y a des efforts à faire. Ces efforts se feront, je reste optimiste. Oui, mais attendez, il y a un problème que nous avions brièvement évoqué, c'est le problème des restaurants d'entreprise et des cantines. Parce que vous comprenez bien que quelqu'un qui a les moyens peut très bien, acheter tout le bio qu'il peut acheter et se nourrir quasiment exclusivement de bio. À la limite, il pourrait aussi se baigner dans l'eau minérale, un peu comme autrefois les Romains. Les Romains prenaient des bains de lait ou je ne sais pas quoi, mais je dirais que c'est quelque chose qui a un prix, mais qui demeure dans la possibilité. Par contre, nos enfants, lorsque nous les envoyons à l'école, ils vont dans des cantines scolaires. Et là, les cantines scolaires, qu'est-ce qu'on mange dans les cantines scolaires? Qu'est-ce qu'on mange dans les restaurants? Il y a un énorme progrès qui a été fait. Et ça, je suis en partie responsable de
je dirais, de ce combat pour en France, pour, si vous voulez, instituer la bio au niveau des cantines scolaires. Il faut savoir que dans un très grand nombre aujourd'hui d'établissements scolaires, notamment secondaires, il y a au moins un repas bio par semaine. Ceci est essentiel. J'ai passé mon temps ces 10 dernières années à visiter des cantines scolaires, discuter avec les gens responsables des centrales d'achat, aller dans les lycées, les collèges, etc. C'est en train de venir aujourd'hui. Et là, je dois dire que bien sûr, moi j'ai apporté toute la contribution scientifique que je pouvais apporter, mais c'est lié au fait aussi des associations citoyennes, qu'elles soient écologiques ou pas, pour mettre ce bio dans les cantines scolaires, avec une responsabilité. Certaines communes dont les responsables politiques ont compris les enjeux et ont fait en sorte que cela vienne. Ce que j'ai dit également, c'est que mettre un repas bio par semaine dans une cantine scolaire, ça n'est pas suffisant. Il faut expliquer aux élèves pourquoi la bio. Et donc mobilisation des professeurs de SVT, des sciences de la vie et de la terre, de façon à expliquer aux élèves. Et si vous voulez, on assiste à un double intérêt. Non seulement on éduque les enfants, mais ce sont les enfants qui éduquent les parents lorsqu'ils reviennent le soir, si vous voulez, de leur cantine scolaire. Donc, je pense, et je reste résolument optimiste, la bio est de toute façon incontournable. Elle ne peut que augmenter dans les années qui viennent. Et je pense que, si vous voulez, il y a globalement, au niveau de, je ne sais pas au niveau de nos auditeurs, mais au niveau, je dirais, de la société civile en général, une prise de conscience maintenant pour dire que les pesticides sont dangereux et dire que un des moyens de contourner cette dangerosité, c'est de manger bio. Alors, reste le problème bien sûr du prix du bio, mais les magasins bio se multiplient partout en France aujourd'hui. Je vois, moi j'habite dans le 14e, je vois que, si vous voulez, il ne se passe pas un an sans qu'il y ait un nouveau magasin bio qui s'établisse. Alors, une boulangerie bio, un marchand des 4 saisons bio, voilà. Des supermarchés bio. Des supermarchés bio, maintenant on trouve des aliments bio. Donc, si vous voulez, je reste optimiste dans ce domaine-là. D'autant plus que, si vous voulez, on sait maintenant, et ça a été l'objet du colloque de 2013, du 3e colloque de l'Appel de Paris, en 2013, à la maison de l'UNESCO, qui avait pour thématique la santé de nos enfants, que, aujourd'hui, la plupart des maladies, que ce soit le cancer, bien sûr, mais c'est la même chose pour l'obésité, c'est la même chose pour le diabète de type 2, c'est la même chose pour les allergies, c'est la même chose pour l'autisme, c'est la même chose pour les problèmes d'hypofécondité, etc. Les premières étapes de toutes ces affections qui vont survenir à l'âge, à l'enfance, pendant l'enfance, à l'adolescence ou plus tard en tant qu'adulte jeune, au stade d'adulte jeune, voire plus tard, la première étape se fait au stade fœtal. C'est-à-dire que c'est dès ce moment-là que les premières anomalies de ces affections se passent. Et alors là, je pense qu'il y a un message sur lequel il faut être absolument catégorique. Bon, si, par exemple, vous êtes un adulte, vous pouvez vous permettre de vous empoisonner en allant manger au restaurant une nourriture qui n'est pas vérifiée. Parce que, entre parenthèses, je vais donner un exemple très simple. Vous allez dans un restaurant parce que vous êtes obligé de déjeuner au restaurant. Le restaurant, c'est mieux qu'une cantine, mais pas nécessairement du point de vue de la qualité. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez, par exemple, voir un plat de tagliatelle au saumon. D'où vient le saumon? Bon. Par exemple, vous allez voir un morceau de poulet grillé. D'où vient le poulet? C'est très difficile d'imaginer que ça soit un saumon sauvage, c'est très difficile d'imaginer que ça soit un poulet de Bresse et ainsi de suite. Et la plupart du temps, dans tous les aliments que vous allez pouvoir manger au restaurant, eh bien, la plupart du temps, ce sont des aliments
bon marché, qui ont été achetés au prix minimum. C'est-à-dire, vous savez, qu'entre vous pouvez avoir des poulets qui valent 4 euros le kilo, alors que d'autres iront jusqu'à 20 si c'est des poulets de très haute qualité. Donc, entre les deux, il y a toute la marge possible. Et c'est pas tellement une question de prix qu'une question de qualité. Alors, le plus souvent, si vous voulez, lorsqu'on mange quelque part, eh bien, on ne contrôle pas la qualité de son alimentation, et il faut que les Français se rendent compte qu'à la fin, ils finissent par manger n'importe quoi. Et pour ce qui concerne les femmes enceintes et les enfants, eh bien, il faut qu'ils mangent bio. Il faut leur dire que si une femme enceinte, qui est enceinte au 3e ou au 4e mois, qui ne mange pas bio, eh bien, ne fait pas un cadeau à son enfant. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr. Alors, je pense que il faut, je dirais tout de même, relativiser les données du problème en général. Alors, priorité, comme vous venez de le souligner, la femme enceinte, la petite enfance, et on pourrait même dire jusqu'à l'adolescence. Car là, effectivement, le fœtus est excessivement vulnérable à toute forme de pollution, y compris donc à la pollution chimique. Il faut savoir que ces produits chimiques, tels que les pesticides ou autres, tels que les dioxines, etc. Je voudrais dire aussi que certains de ces produits sont catalogués comme perturbateurs endocriniens. Alors voilà. C'est un terme générique, mais ce terme générique cache une réalité extrêmement dangereuse, puisque certains de ces produits sont toxiques au niveau de la molécule. C'est-à-dire que si vous avez une molécule de certains produits, c'est tellement toxique que ça peut en soi provoquer un cancer avec une molécule. C'est quelque chose d'affreux, et parfois même certains de ces produits sont présents dans l'environnement de façon presque homéopathique, c'est-à-dire avec des dilutions extrêmes, et on se dit bien, eh bien, la dilution est tellement faible que ça n'est pas suffisant pour provoquer des effets. Bien si, ça l'est, justement. Alors, ce qui se passe, si vous voulez, c'est avec ces perturbateurs endocriniens. Et de façon plus globale, ces substances, on les appelle aussi CMR, c'est-à-dire cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. Donc ces molécules-là, elles ont une affinité pour les graisses. Et donc elles s'accumulent dans le tissu graisseux de la future maman. Et pendant la grossesse, ça va passer la barrière placentaire et aller contaminer le fœtus. C'est comme ça qu'on explique que, si vous voulez, la première étape de ces maladies, de ces affections dont on a redouté l'augmentation de l'incidence actuellement, telles que les diabètes de type 2, cancer, diabète de type 2, obésité, etc., eh bien, la première étape se fait dans le ventre de la mère. Et donc, il est impératif que les femmes enceintes mangent bio. Non seulement qu'elles mangent bio pendant la grossesse, bien sûr, mais avant la grossesse. Une grossesse, ça doit se préparer. Donc de façon à le moins possible stocker de produits toxiques dans leur tissu graisseux, mais également pendant l'allaitement, car ces produits toxiques ayant une affinité pour les graisses, passent dans le lait, et donc on les retrouve, si vous voulez, dans le lait de la maman. Alors, grande question, est-ce qu'il faut tout de même allaiter son bébé dans ces conditions, ou plutôt prendre un relais par le lait de vache? Eh bien, il est évident qu'il faut allaiter tout de même, parce que de toute façon, le lait de vache risque d'être pollué autant que le lait de la maman, et le lait de bien davantage. Et peut-être même bien davantage, et donc le lait de la maman est toujours le meilleur, reste toujours le meilleur. Mais il est clair que il faut en tout cas manger bio avant, pendant et après la grossesse. Les enfants également, d'autant plus qu'ils sont en petite enfance, il faut également qu'ils mangent bio le plus possible. Je rappelais qu'une étude américaine a démontré de façon formelle que les enfants qui mangeaient bio avaient beaucoup moins de substances toxiques dans leur sang que les enfants qui mangeaient malheureusement non bio. Ceci est essentiel. Alors, tout ceci est un problème d'éducation, parce qu'il est évident que nous sommes aujourd'hui en crise économique, si vous voulez, sévère, où le problème de prioritaire pour certaines familles, c'est de retrouver un boulot. Et donc, ce que nous disons aujourd'hui peut apparaître du luxe pour ces familles-là. Mais il est évident que l'école doit avoir un rôle ici. C'est la raison pour laquelle je reviens sur ces écoles, sur ces cantines scolaires, et sur l'enseignement qui commence à être pratiqué en cantine scolaire, qui va donc
concerner les enfants, je dirais, au bas de l'échelle sociale comme des enfants plus nantis socialement. Ceci est très très important. Et il est évident qu'il y a toute une politique du bio à mettre en place en termes de santé publique. Malheureusement, ça n'est pas le cas, car, si vous voulez, nous sommes dans d'autres préoccupations aujourd'hui. Nos politiques sont restés dans le cadre si vous voulez, de l'ancien paradigme où il faut équilibrer le régime. Bien sûr qu'il faut toujours équilibrer le régime, mais ça n'est pas suffisant pour éviter, pour lutter contre l'émergence des cancers et des autres affections. Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'ils écoutent le libre journal des sciences et des techniques, animé par Paul de Vels, votre serviteur. Nous recevons le professeur Dominique Bellepomme, qui est un éminent cancérologue, et le titre de notre émission, c'est « Comment prévenir le cancer ». Alors donc, nous avons, en résumé, parlé des régimes alimentaires pour constater que ces régimes alimentaires, s'ils pouvaient avoir une influence sur d'autres maladies, étaient peu efficaces pour prévenir le cancer. Mais par contre, ce qui était très efficace, ce sont les résidus que l'on pouvait trouver dans l'alimentation. Quand je dis les résidus, les additifs, tous les produits extérieurs à l'aliment, qui sont présents de façon volontaire ou accidentelle dans les aliments. Et de ce fait, la comparaison faite entre des régimes bio et des régimes non bio montre que le bio est infiniment supérieur du point de vue de la prévention cancérigène, alors que le contenu de l'alimentation, par exemple, la comparaison entre un régime carné et un régime végétarien ou végétalien, est peu influent pour le cancer. Là, attention, nous ne parlons que du cancer, bien sûr. Alors, ceci montre que le comportement pour prévenir le cancer devrait donner le privilège à une alimentation bio, ou je dirais une alimentation saine. Alors, est-ce qu'on peut, en passant, tordre le cou du problème de l'eau de boisson ou de l'eau de cuisson? Parce que il y a un fait qui est quand même assez affolant, c'est que lorsque vous prenez de l'eau du robinet, et vous mettez dedans, par exemple, un poisson rouge, le poisson rouge, il lui arrive des choses. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui ont des aquariums avec des poissons de collection ne mettent pas de l'eau de robinet dedans, parce que, si vous voulez, ça entraîne toutes sortes de conséquences. Mais d'autre part, il est évident que le traitement de l'eau, même s'il est fait de façon très correcte pour ce qui concerne les colibacilles, ne va pas éliminer les résidus agricoles, qui sont parfois simplement des produits chimiques simples comme les nitrates. Je rappelle que les nitrates, les phosphates, sont utilisés comme engrais. Mais ils sont également présents dans les déjections des animaux comme le lisier, et ça pose des problèmes gravissimes, en particulier à la Bretagne, où beaucoup d'eau des cours d'eau sont pollués par les nitrates. Mais il n'y a pas que cela, il y a également tous les résidus de pesticides, et je me réfère à une étude publiée dans Le Monde, si je ne m'abuse, il y a quelques jours, disons que Le Monde en a parlé, qui montrait que, par exemple, un produit utilisé comme herbicide, qui est en particulier le Roundup, qui est un des herbicides les plus utilisés dans l'agriculture, était présent dans l'urine de 40% des personnes testées où l'on analysait la présence de ce produit. C'est un des composants du Roundup, c'est le glyphosate. Et je précise que le Roundup est un produit très utilisé, mais bien sûr, comme beaucoup de produits très utilisés, controversés concernant sa toxicité. Le Roundup comprend un certain nombre de composants, dont le glyphosate. Et ce glyphosate est censé se décomposer à la lumière du soleil. Et en réalité, si on trouve dans 40% des garçons des enfants, pour lesquels on fait une analyse de présence de pesticides dans leur urine, eh bien, si on trouve pour 40% d'entre eux du glyphosate, ça veut dire que ce glyphosate n'a pas été exposé au soleil, il est rentré dans le sol, il est allé dans les cours d'eau, il se retrouve dans l'eau du robinet. Alors, vous avez également l'atrazine. L'atrazine, qui est un produit qui est interdit depuis. Qui est interdit, et qui est un pesticide qui est interdit, mais qu'on trouve encore dans les nappes phréatiques. Oui, justement. Alors, il est interdit
interdit depuis plus de 10 ans, je crois, non? Pas tout à fait. Plus. Et alors, c'est lorsque vous avez, par exemple, votre facture d'eau, vous voyez, par exemple, taux d'atrazine, et on vous dira, ce taux est inférieur à la limite admise. Bien entendu, s'il était supérieur à la limite admise, on n'en ferait pas état, parce que l'eau serait impropre à la consommation. Mais la limite admise est une limite qui, si vous voulez, est admise au plan économique et agriculturel, mais, si vous voulez, qui, biologiquement, est non fondé. Le taux biologiquement fondé d'atrazine devrait être 0. Oui. Et alors, vous avez 5 millions de femmes, si je ne m'abuse. Je parle sous la responsabilité des chiffres qui ont été communiqués lors d'une autre émission, qui prennent la pilule aujourd'hui. Et bien entendu, les résidus d'hormones se trouvent dans les urines de ces femmes, qui elles vont dans l'eau des cours d'eau, et ensuite, il est évident qu'on ne peut pas imaginer que Veolia ou la Générale des Eaux arrive à filtrer tout ça. Donc tout ceci se trouve dans l'eau du robinet, et bien entendu, cette eau du robinet me paraît être un cocktail d'éléments toxiques, certes en petite dose, certes très variés, mais si vous voulez, il est clair aussi que dans toutes les études de toxicologie qui sont faites, on étudie toujours la toxicité d'un composant, mais rarement de tous les composants ensemble. Il n'y a pas d'études mixtes sur ces composants. Elles sont très difficiles à faire, ce sont les effets cocktails. Et donc là, on se trouve avec des tests biologiques relativement compliqués et surtout encore plus difficiles à interpréter. Alors régulièrement, vous avez un homme politique et par exemple, voyons, je ne sais pas si ce n'était pas même un ancien président de la République qui avait dit dans quelques années, eh bien, on pourrait se baigner dans la Seine à Paris ou des choses dans ce genre-là. Ouais. Bon, oui, et qui dit buvez de l'eau du robinet, c'est la plus saine des boissons. Enfin bon, moi je trouve quand même que l'eau du robinet ça existe, c'est bien pour se laver les mains, mais encore parce que il est évident que, par exemple, je vais donner un exemple pour les auditeurs, que les auditeurs comprennent ce dont il s'agit. Vous prenez un jeune enfant, mettons une petite fille de 2 ans, et vous lui donnez un jouet en plastique. Que va faire cet jeune enfant? Il va le sucer, il va le toucher avec ses mains. Vous laissez l'objet en plastique 5 minutes, pas une de plus, et vous pouvez mesurer dans le sang de ce jeune enfant une proportion qui peut dans certains cas dépasser les limites admises de phtalates, de composés toxiques qui sont donnés par simplement le contact avec cet objet plastique. Bon, très bien. Mais qu'en est-il lorsque vous prenez une douche tous les jours, un bain, vous lavez les mains, vous êtes en contact avec une eau qui est pleine d'hormones, pleine de produits toxiques, parfois de façon complètement non maîtrisée, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Et vous ne risquez-vous pas de vous désintoxiquer? Est-ce il faudrait là un peu comme dans les produits bio, revenir à la citerne d'eau de pluie et encore l'eau de pluie, qu'est-ce qu'on va trouver dedans? On va trouver des polluants également dans l'eau de pluie. Des polluants qui sont amenés par les poussières avec des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Il faut savoir que, par exemple, si vous habitez à proximité d'un aérodrome, eh bien, chaque fois que l'avion décolle, il libère des produits de combustion, du kérosène, qui vont forcément contaminer l'air, et à la moindre pluie, tous ces polluants vont tomber dans les champs de blé qui se trouvent autour, et puis la chaîne alimentaire est ainsi polluée dès son origine. Donc, si vous voulez, il est évident qu'aujourd'hui, dans notre société, il suffit de voir comment on s'approvisionne en eau. Il suffit d'aller, par exemple, voir au nord de Paris les bassins de décantation pour savoir que c'est pompé. L'eau provient soit des égouts, soit est pompée de la Seine, et que après décantation, on essaie de purifier comme on peut. Alors il y a des purifications, si vous voulez, purement mécaniques, puis après chimiques, bien sûr, et on finit par avoir une eau qu'on nous dit être potable pour certains paramètres, certes, mais pas pour tous, comme on l'a dit. Donc il est clair que tous les chimistes le savent, on ne peut pas dépolluer une eau à 100%, il restera toujours une infime quantité de polluants, et c'est cette infime quantité de polluants qui peut, à la longue, puisque l'eau est tout de même vitale, on boit de l'eau tous les jours, sinon on pourrait pas. Et il y a aussi l'eau de cuisson, bien sûr. Et l'eau de cuisson. Alors, c'est la raison pour laquelle, pour les gens qui ne peuvent pas
qui ne peuvent pas acheter du bio. Alors, disons que pour ce qui est de l'eau, c'est l'eau en bouteille et non pas l'eau en plastique qu'il faut privilégier, tout simplement. Non, en bouteille de verre, mais bouteille de verre. Mais elle est vraiment extrêmement difficile à trouver. On en trouve tout de même, et je ne vais pas citer de marque ici, mais on en trouve tout de même de moins en moins facilement. Ceci est vrai. C'est pour ça que j'avais d'ailleurs été contacté à une certaine époque par des producteurs d'eau en bouteille, et je leur avais dit passez en verre et vous aurez un marché très important. Et il y a encore des problèmes de coût, bien sûr, ce qui fait qu'on reste en plastique pour les justement, le plastique est ennuyeux parce que on vous dit, par exemple, évitez de consommer de l'eau ou qui soit trop ancienne. Pourquoi trop ancienne? L'eau, ça ne se détériore pas, mais c'est le plastique qui va avoir des composants qui vont se diffuser dans l'eau. Trop ancienne et pas avoir été exposé au soleil. Au soleil, ben oui. C'est-à-dire si vous avez des packs qui sont des packs, ils ont des emballages par 6 ou par 12. Vous avez passage de phtalate et de bisphénol A. Alors le bisphénol A, c'est très à la mode aujourd'hui parce qu'on en parle. Mais c'est parce que c'est quantitativement majeur. Mais c'est quelque chose qui est énorme. La quantité de bisphénol qu'on peut avaler dans tous les emballages. Alors, si vous voulez, ça va des films d'emballage d'aliments, ça va dans les boîtes de conserve qui sont en particulier imprégnées de bisphénol pour ne pas... Partout, dans les cosmétiques. Donc, si vous voulez, voilà, donc il est clair que pour ce qui est de l'eau, réglons le sort de l'eau, il vaut mieux, dans les conditions actuelles, boire de l'eau de source, ceci est clair. Si possible, en bouteille de verre plutôt qu'en bouteille plastique. Si c'est en plastique, bien vérifier que le débit, que le flux de commercialisation est intense. Autrement dit, qu'il y a un renouvellement suffisant pour que il y ait eu le moins de possibilités de contact entre le plastique et en même temps, vous êtes bien d'accord, de l'eau de source, parce que parfois, dans les bouteilles qui sont vendues en plastique, ce n'est pas véritablement de l'eau de source. Ça, je ne sais pas, mais disons tout de même que d'une façon ou d'une autre, les grandes marques d'eau en bouteille ne vivent principalement que par leur effet de marque. Si jamais il s'avère qu'il y avait une contamination dans les bouteilles, la marque en prend tout de même un grand coup. Oui, mais attendez, que dire par exemple de certaines grandes marques, et pour ne citer qu'une seule d'entre elles, Nestlé, qui vend des eaux en se vantant que le plastique des bouteilles soit du plastique recyclé. Alors le plastique recyclé, c'est encore pire que du plastique. C'est-à-dire que vous comprenez, vous prenez comment c'est fabriqué le plastique. Vous avez par exemple des composants du pétrole qui comme le naphta, ainsi de suite, qui sont utilisés en pétrochimie. Et lorsque vous avez du brut qui est exploité dans des puits de pétrole et qui ensuite est raffiné, eh bien vous pouvez dire qu'à la fin tout ça vient de puits de pétrole. Le pétrole est dans la terre. Mais lorsque vous parlez d'objets qui sont recyclés, ça veut dire que, par exemple, vous avez des collectes d'ordures, où vous allez avoir des tas de bouteilles plastiques qui ont été mises à part et qui ensuite sont chauffées pour récupérer le plastique, et Dieu sait ce qu'il y a dedans. Et donc, le fait de se vanter d'avoir une eau minérale dans du plastique recyclé, pour moi, c'est l'horreur absolue. Enfin, je ne sais pas. Nous sommes tout à fait d'accord. Ça, c'est des effets de promotion, de communication qui sont absolument, qui font partie de l'action lobbyistique des firmes en question, et ceci est tout à fait déplorable car il tromperie du consommateur, ceci est évident. Alors, je voudrais tout de même revenir sur, si vous voulez, les problèmes d'eau. Alors, quelquefois, on a l'eau, ça sert à la boisson, mais ça sert aussi à la cuisine, comme vous le disiez. Donc, il est évident que là, on peut ne pas avoir... Il y a une façon de cuire des aliments qui est importante, et par ailleurs, on peut ne pas avoir, si vous voulez, pour des problèmes financiers, accès à l'ensemble des produits bio. Et donc là, il y a un certain nombre de recettes. Par exemple, ce qu'on peut recommander pour les consommateurs, et en particulier donc lorsqu'on fait la cuisine, c'est par exemple de cuire à la vapeur. Cuire des pommes de terre à la vapeur, c'est beaucoup mieux que de mettre des pommes de terre dans l'eau, car la pomme de terre va
l'eau du robinet, elle va absorber les pesticides ou autres produits toxiques qui se trouvent dans l'eau, alors que si vous êtes à la vapeur, il y aura bien sûr un phénomène d'entraînement de certains produits chimiques, mais en quantité moindre si votre pomme de terre est cuite à la vapeur. Donc il y a des tas de petites règles. Par exemple également, si vous voulez bien sûr laver, correctement éplucher ses légumes. Voilà. Donc j'ai donné toutes ces règles-là dans mon livre Guérir du cancer en s'en protéger. Alors je vais le citer si vous permettez. Je rappelle à nos éditeurs qu'ils écoutent le Libre Journal des sciences et des techniques qui est diffusé toutes les 4 semaines le vendredi soir à 18h à 21h et le samedi matin dans la nuit de 2h à 5h et de 7h30 à 10h, toutes les 4 semaines donc. Et ce libre journal est animé par Paul Devels, moi-même, et nous recevons le professeur Dominique Delpomme, éminent cancérologue, et il faudrait citer son livre dont je recommande l'achat, qui est Guérir du cancer ou s'en protéger, édité chez Fayard en 2007, et ce livre anticipe votre prochain ouvrage qui devrait paraître l'année prochaine. En janvier 2015, dans une éditeur qui est LLL, il y a 3 L, qui est un jeune éditeur, et le livre devant s'appeler Comment naissent les maladies. Car effectivement, au-delà du cancer, il y a le problème des autres maladies aussi, et le cancer apparaissant être un modèle applicable dans certaines conditions à d'autres maladies telles que l'obésité ou le diabète de type 2. Alors également, par exemple, le contact avec le corps de cette eau polluée, qui est l'eau du robinet, se fait aussi au moment des douches et des bains. Voilà. Alors il faut peut-être recommander aux gens de ne pas passer 2 heures dans leur baignoire ou prendre une douche rapide pour éviter que le contact soit trop prolongé. Je n'ai pas d'indication là en matière de risque cancérigène. Donc ça c'était un problème de bon sens, si vous voulez, d'hygiène générale. C'est clair que c'est impossible à prouver. C'est impossible à prouver parce que si vous voulez vraiment prouver que par exemple cette eau du robinet a des effets délétères sur le cancer, vous devriez prendre 2 populations bien ciblées. Par exemple, la population des gens qui ne se lavent jamais avec les gens qui prennent des douches 4 fois par jour. C'est très difficile. Simplement, ce qui se passe. Il risque d'y avoir des biais, là. Oui, il risque d'y avoir des biais, et je dirais que d'un certain point de vue, le fait est, c'est lorsqu'on voit tout ce qu'il y a dans l'eau du robinet, on ne peut pas imaginer que certaines de ces substances ne passent pas dans l'organisme des gens qui soit consomment des aliments cuits avec l'eau du robinet, soit la boivent, et à la limite, à la fin, on pourrait aboutir à l'idée de Pasteur qui disait le vin est la plus saine et la plus hygiénique des boissons, mais le vin a ses problèmes aussi. Oui, alors, on va terminer peut-être l'eau en une phrase ou 2 et aller au problème du vin qui est important. Si vous voulez, pour ce qui est de l'eau, je voudrais tout de même rassurer, pour ce qui est de l'eau et des aliments en général, je voudrais tout de même rassurer les auditeurs qui ne mangent pas bio ou qui n'ont pas les moyens de manger bio. Il est clair que priorité des priorités, les femmes enceintes et les enfants, ça, je n'y reviens pas. Ça, c'est absolument fondamental. Maintenant, à partir d'un certain âge, si vous voulez, on peut tout de même aller dans un restaurant, je dirais, de bonne qualité. D'ailleurs, il n'y a pas de bonne cuisine sans bons produits, donc un bon restaurant, a priori, ne peut avoir que des bons produits. Et si vous voulez, il est clair que là, ne paniquons pas. C'est pas parce que on va aller dans un restaurant non bio qu'on va forcément devenir malade le lendemain. Donc ça, c'est clair. Il faut bien hiérarchiser. Priorité, les femmes et les enfants d'abord. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit que lorsque on est en présence d'une catastrophe qui risque d'arriver. On dit les femmes et les enfants d'abord. Eh bien, c'est un petit peu ce soir ce que je suis venu dire. C'est-à-dire que d'abord, priorité des priorités en matière de prévention, les femmes et les enfants, et manger bio. Maintenant, pour nous autres qui sommes plus âgés, un bon repas dans un restaurant non bio. On peut prendre des risques. On peut prendre des risques. Voilà. Bon. Alors d'autant que les bons restaurants font de la bonne cuisine et donc ont des bons produits. Mais par contre, je voulais quand même dire aussi à ceux qui nous écoutent que quand même,
vous avez dans les entreprises des comités d'entreprise, des syndicats, et j'ai rarement vu ces syndicats s'intéresser au fait que la cantine soit bio ou pas bio. C'était, par exemple, je me suis battu à un moment donné, au moment où il y avait un appel d'offres dans une de ces entreprises, pour dire, écoutez, il faudrait quand même vérifier la provenance de la viande. Eh bien, légalement, on ne peut pas dans un appel d'offres. La limite qu'on puisse faire, c'est demander, une fois que la viande serait servie, d'où elle vient, et exiger que ça vienne de l'Union européenne. Bientôt, on ne pourra même plus mettre ça dans un appel d'offres, c'est-à-dire que vous allez voir que les règles définissant ce que peut être un appel d'offres d'entreprise, on obligera les gens à ne pas demander l'origine ni la traçabilité des aliments. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Mais par exemple, il est interdit en France, pour une entreprise, dans l'appel d'offres qu'elle met pour son restaurant d'entreprise, d'exiger, par exemple, que la viande soit d'origine française. C'est, si vous voulez, oui, tout à fait, je comprends tout à fait l'idée. Et ça, c'est l'Europe qui veut ça. Mais maintenant, on ne peut même pas exiger que la qualité de la viande soit bio. Alors pourquoi cela? Il y a aussi des gens qui vont exiger que la viande soit cachère ou halal, etc. Ouais. Et là-dessus, eh bien, on va dire, bah oui, c'est une question de personnes. Si il y a des gens qui veulent manger de la viande halal ou cachère, ça les regarde. Mais par contre, qu'ils ne l'imposent pas nécessairement à d'autres personnes qui auraient peut-être envie de manger du porc, c'est une question d'équilibre. Mais par contre, toute la discussion a lieu sur cette qualification de viande qui, en réalité, se limite à la façon dont l'animal est abattu et ne s'intéresse non pas au fait que cet animal soit élevé en plein air, d'origine française, bio ou pas bio. Moi, je pense, si vous voulez, que la France est un pays où, traditionnellement, l'alimentation est au cœur de nos vies en général. La France est reconnue pour la qualité de sa cuisine, etc. Bon, je pense que il y a deux éléments. Votre réflexion me fait penser à deux choses. Premièrement, je pense que nous ne devons pas nous comporter comme des moutons, quelle que soit la loi. Nous devons tout de même combattre un certain nombre de règles qui nous sont imposées, et je pense que on a notre santé nous appartient. Il y a les droits de l'homme et du citoyen qui nous disent que l'homme a droit à la santé, et donc nous devons demander des explications sur ce que nous avons dans notre assiette. Ceci est un combat à mener en permanence. Et ce combat est également un combat vis-à-vis de l'Europe et vis-à-vis justement des négociations sur le libre-échange qui sont faites aujourd'hui, car en particulier dans ces négociations sur le libre-échange qui sont faites dans le plus grand secret, et je ne sais pas si au moment où votre professeur Bellepomme, au moment où cette émission préenregistrée sera diffusée, eh bien on en saura plus ou moins, mais en réalité vous avez des pays où l'industrie alimentaire est beaucoup plus laxiste du point de vue des pesticides, du point de vue, par exemple, on parle des poulets américains lavés à l'eau de Javel et ainsi de suite. Et le but, est dans un but purement comptable et financier, consiste à dire, c'est à partir du moment où ces poulets à l'eau de Javel sont moins chers que le poulet de Bresse, on ne peut pas les interdire. Et je trouve que c'est quand même très ennuyeux. Il faut que nos auditeurs se mobilisent pour combattre ces dérives parce qu'elles nous sont en permanence imposées. Ceci étant, je suggère que nous revenions sur notre sujet qui est comment prévenir le cancer. Alors on a vu l'eau et logiquement le vin. Alors il y a du vin bio. Alors il y a du vin bio qui n'est pas parfait. Ce qu'il faut savoir pour le vin, si vous voulez, c'est que tous les vins bio ne sont pas forcément de bonne qualité. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ils conservent des sulfites. Et les sulfites ne sont pas cancérigènes de façon clairement prouvée, mais par contre peuvent donner des aigreurs d'estomac et faire que le vin est difficilement consommable. Or, les vignerons bio vous diront, moi, pour préserver ma récolte issue des raisins biologiques, il faut que je mette des sulfites, ne serait-ce que pour arrêter la fermentation. Donc, si vous voulez, il est clair que dans le cahier des charges des vins bio, il n'y a pas le retrait des sulfites. Certains
vins bio sans sulfite existent, mais avec des prix qui sont exorbitants, tout simplement parce que il y a des pertes considérables au niveau de avant la mise en bouteille. Alors, ça c'est un point. Maintenant, il existe des grands crus qui, sans avoir le label l'étiquette AB, donc le label bio, n'utilisent plus de pesticides. Pourquoi ? Alors, non, je doute qu'il y ait des vins où on n'en utilise plus du tout. On en utilise moins. Oh, presque plus. Je vais vous dire, l'exemple vient des vins de Bordeaux, qui ont perdu les tanins et le goût du Bordeaux. Ça, c'est un énorme problème. Il y a, si vous voulez, des spécialistes, notamment le couple Bourguignon, qui sont des biologistes, des géobiologistes, et qui ont tout simplement mesuré dans les terres, dans les vignobles bordelais, le nombre des organismes vivants. Pour qu'il y ait une terre de bonne qualité et qui puisse conserver ces tanins, il faut un nombre de bactéries, de champignons et d'insectes, de vers de terre suffisant. Or, l'utilisation abusive des pesticides fait que il y a une stérilisation progressive de ces terres avec perte des tanins et perte du goût du Bordeaux. Et donc aujourd'hui, il y a un retour en flamme au niveau du Bordeaux qui ont compris des viticulteurs qui ont compris que les pesticides étaient absolument toxiques. En Bourgogne, cela a été fait avant et aujourd'hui vous avez un retour massif au désherbage mécanique. Il est clair, si vous voulez, que au moins ce qu'on peut supprimer dans les vignobles aujourd'hui, c'est les herbicides. Or, il y a eu malheureusement une utilisation très importante d'herbicides, trop importante d'herbicides. On peut tout à fait, il y a des méthodes alternatives qui remplacent l'utilisation des herbicides, ce sont les désherbages mécaniques. Et si vous baladez aujourd'hui en Bourgogne, vous pourrez voir des grandes machines qui désherbent mécaniquement, qui passent au-dessus des vignes et qui désherbent mécaniquement les plantations, les vignobles. Voilà. Donc, je ne dis pas que tous sont encore là, mais presque tous. Il y a un petit mouvement, mais il faut dire que... je dirais un grand mouvement pour la Bourgogne. Lorsqu'on passe devant un vignoble, et lorsqu'on voit des mauvaises herbes, ce n'est pas nécessairement une preuve de mauvaise qualité du vin. Au contraire, c'est peut-être une marque de qualité. Je dirais même plus, si vous voulez, ce que l'on recherche dans des terres agricoles aujourd'hui, c'est la présence de vers de terre qui sont complètement assassinés par tous les pesticides qu'on met sur le sol. Certains sols sont devenus complètement stériles. Et il n'y a pas que les vers de terre, il y a toute la faune bactériologique qui disparaît, la flore et ainsi de suite. Alors, mais ceci étant, pour revenir aux questions, je crains malgré tout que cette évolution qui est un peu franco-française à défaut d'être parfois européenne, eh bien, soit balayée par les accords de libre-échange dans la mesure où déjà, eh bien, vous avez le problème de l'arrivée des aliments transgéniques comme le soja dans les tourteaux de bestiaux, c'est-à-dire que pour finir, eh bien, tout ceci rentre par la porte secondaire. Donc, si vous voulez, il faut lutter pour le bio. Et je pense que c'est certainement un combat qu'il faudra faire. Et par an, eh bien, exiger du maire qui paie qui subventionne la cantine de l'école où sont vos enfants que il y ait des repas bio. Syndicats, exiger du comité d'entreprise que la nourriture soit biologique pour votre propre survie. Parce que c'est un peu comme pour le tabac, vous avez des gens qui disent « bon, je fume, je ne suis pas malade », et dans quelques années plus tard, moi j'ai vu par exemple de très bons amis qui étaient, si vous voulez, très accrochés par la cigarette et qui d'un seul coup tombent malades et meurent. Bon, c'est terrible, mais c'est comme ça. Et en ce qui concerne l'alimentation, le bio est, à mon avis, quelque chose qui relève de la propre survie. Il faut survivre et en tout cas le réserver en priorité aux personnes fragiles que sont les femmes enceintes et les enfants. Bon. Donc, on arrive quand même à quelque chose d'assez cohérent, mais malgré tout, eh bien, vous vous rendez compte que dans tous les produits que l'on observe qui ont une influence sur le cancer, eh bien, il y a relativement peu ou
disons, l'homme ordinaire, comme vous et moi, eh bien, puissions avoir une influence réelle sur ce qui nous arrive dans l'estomac. On peut acheter un vin bio, on peut essayer d'aller dans un marché en achetant des aliments bio, des fruits et légumes. C'est extrêmement difficile vis-à-vis du boucher et du charcutier. Si vous voulez, de temps en temps, le mieux qu'on puisse trouver, par exemple, je suis allé exprès dans des marchés en pensant à cette émission, on va vous dire c'est du porc fermier. Bon, est-ce que c'est du porc bio? J'en ai pas vu. Hein. Bon, la viande bio, non plus. Alors, personne dit. Bon, tout ce que je peux vous dire, ce sont des vaches qui broutent. C'est déjà ça. Bientôt, les vaches seront alimentées dans des comme les volailles, elles ne verront jamais le soleil. Et lorsque vous avez par exemple des poulets, on vous dit c'est du poulet élevé en plein air, ça veut dire qu'il y a une fenêtre où il peut regarder la lumière du soleil au moment où il va becquer pour avoir son alimentation. Quelle tristesse, on est en train de s'empoisonner à vitesse exponentielle. Ceci étant, eh bien voilà, on a défini un certain nombre de comportements qui permettent, autant que faire se peut, de prévenir le cancer. Maintenant, en ce qui concerne l'environnement, disons les produits chimiques dans l'environnement. Alors là, le constat est beaucoup plus terrible. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun moyen de les éliminer autre que celui de la politique des pouvoirs publics, puisque, si vous voulez, essayer par exemple de voir le combat qu'il a fallu pour interdire l'atrazine, ça a pris des décennies. Nous sommes tout à fait d'accord. Il est évident que la pollution environnementale par les produits chimiques est quelque part irréversible. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dépolluer certaines zones, mais on ne pourra pas tout dépolluer. L'amiante est un très bon exemple. Si vous voulez, on retire de l'amiante à certains endroits, mais une fois qu'on l'a retiré et reconcentré, on va le mettre ailleurs. Donc, si vous voulez, quand on a mis dans l'environnement un polluant chimique, il est évident que il va de toute façon rester quelque part dans l'environnement. Ce qu'il faut, c'est le retirer des lieux de vie. Ceci est évident, mais il restera, quoi qu'il arrive, dans l'environnement. Et les cancers liés au benzène, par exemple. Alors, les particules fines du diesel, ça encore, c'est quelque chose Tout à fait. Non, alors, justement, c'est là où je pense qu'il faut laisser maintenant la chimie pour passer à la physique, si j'ose dire, passer aux particules qui ont un rôle d'ailleurs, qui font le lien entre la pollution chimique et passer au rayonnement aussi, qui sont tout de même très très importants. Pour terminer, dire un mot sur les bactéries et les virus, qui sont tout de même aussi des polluants mais biologiques de notre environnement. Et si vous voulez, ce qui concerne les particules, pour ce qui est de la pollution physique, il est clair que ces particules ont un double rôle. Elles ont un rôle eux-mêmes cancérigène en créant de l'inflammation lorsqu'elles pénètrent dans l'organisme par voie pulmonaire. Et elles ont un deuxième rôle, c'est qu'elles agrègent des produits chimiques qu'on va forcément donc absorber, que le corps va absorber par le biais de ces particules. Et en particulier, le diesel est un très très bon exemple. Parce que il est clair que il est cancérigène, ceci est reconnu d'ailleurs par l'OMS, et que on commence maintenant... Il est plus cancérigène que l'essence. Il est plus cancérigène que l'essence, car le benzène, si vous voulez, qui est un gaz, qui est le benzène volatile, lui, il s'évapore très très rapidement, et donc il n'atteint pas des concentrations suffisantes lorsqu'on, par exemple, on remplit son réservoir d'essence pour avoir un effet cancérigène. On m'avait, il y a 10 ou 15 ans, interrogé sur cela. Le benzène, par contre, il peut donner des leucémies, mais lorsqu'il est en lieu clos, lorsqu'il s'évapore en lieu clos. Et je me rappelle de ce que me disait mon maître, le professeur Jean Bernard, c'est que un jour, il a vu un petit gamin qui arrivait avec une leucémie léguméloblastique, il cherchait la cause. On a fini par trouver qu'il y avait un flacon de benzène qui était à demi ouvert, qui était resté ouvert à l'insu des parents, et que l'enfant a fini par faire une leucémie... Simplement en respirant ses vapeurs. Simplement en respirant ses vapeurs, le benzène étant
cancérigènes certains selon la classification de l'OMS. Donc, si vous voulez, en tout cas, le diesel maintenant est classé comme les particules du diesel sont classées comme certainement cancérigènes, d'où l'OMS, d'où la montée en puissance de l'OMS actuellement, et pour l'interdiction du diesel. Mais là, on va retomber sur des problèmes économiques. Vous savez que un certain nombre de voituriers fabriquent toujours des voitures au diesel pour des raisons de coût et de place dans le marché. Et donc là c'est absolument contre nature, contre la santé publique. Alors là il y a un véritable débat qui devrait ne plus exister, car il faudrait interdire le diesel, mais il y a le problème économique. Eh oui, mais ce problème économique, c'est quand même stupéfiant on ait eu une pression constante des pouvoirs publics pour imposer que toutes les voitures automobiles marchent au diesel. Bon, à la limite, les engins agricoles, les camions, peut-être. Oui, bon, mais la généralisation est stupide. Mais par contre, pour avoir des voitures minuscules qui fonctionnent avec un moteur diesel, d'ailleurs, entre parenthèses, le moteur diesel est meilleur lorsqu'il s'agit de grosses cylindrées, donc c'est adapté aux camions, aux moteurs de bateau, admettons bien. Mais par contre, pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que le moteur diesel, techniquement, puisque après tout il faut qu'on en parle, on est dans le journal des sciences et des techniques, n'aime pas les variations de régime considérables. Donc il est très bon pour un représentant de commerce d'avoir une voiture qui roule à une vitesse constante et un régime constant. Par contre, les voitures dans les villes ont sans arrêt des moteurs qui passent du régime du ralenti à des régimes plus élevés avec des variations constantes, et c'est très mauvais pour un moteur diesel de faire ça. Et donc, il y a une pollution considérable. Mais alors, professeur Bellepomme, il y a quand même des études qui confirment que la pollution des villes est cancérigène. Bien sûr, mais ça date... Dans mon livre de 2007, déjà, j'en parle longuement sur des articles qui avaient déjà 5 ou 6 ans d'existence. Bien sûr, les grandes métropoles, si vous voulez, par l'air qu'on respire, sont cancérigènes. Ceci étant dit, mais les types de cancers entre les zones... Quel type de cancer on attrape? Eh bien, écoutez, alors là, c'est d'abord les cancers respiratoires, ça c'est sûr. Les cancers des voies respiratoires, donc on va se trouver avec des causes, par exemple du cancer bronchique, qui ne seront plus forcément le tabagisme. Le tabagisme, ça existe aussi, mais moins qu'avant, et on aura, si vous voulez, les hydrocarbures aromatiques polycycliques libérés par les voitures, le trafic des voitures. Alors qu'on se trouvera plutôt avec des cancers du sein et de la prostate, surtout dans les zones rurales, où là, on va se retrouver avec une pollution par les pesticides. Donc, vous voyez que... Attendez, je prends l'exemple assez frappant d'un cancer d'une personne qui avait 34 ans, un fils d'agriculteur et agriculteur lui-même, qui a attrapé à 34 ans un cancer des testicules et qui arrive à l'hôpital de Bordeaux où on lui dit mais c'est le cancer des viticulteurs. Oui, et effectivement, dû aux pesticides. Bien sûr. Mais si, ça c'est clair. Alors les agriculteurs, je pense qu'ils exercent aujourd'hui un métier à risque s'ils ne sont pas bio, parce qu'ils sont... nous avons ici, c'est dommage que nous ne soyons pas à la télévision, je vois un livre dont je voudrais citer, mais bien que ce soit un livre ancien, qui était aussi intéressant et relevant pour notre étude, le livre de Fabrice Nicolino et François Veyrette, Pesticides, révélation sur un scandale français, où l'on voit un avion qui fait un épandage par avion. Alors ces fameux épandages par avion, ils existent. Ils existent d'ailleurs sans qu'on sache. Il y a des épandages par avion dans la région parisienne pour la pyrale du maïs. Et là, je me bats actuellement, si vous voulez, contre l'épandage par avion des pesticides, 5 nouveaux pesticides aux Antilles françaises, où, malgré tout le combat que j'ai mené depuis 2007, on a finalement retiré la chlordécone du marché. Maintenant, on a remis 5 autres nouveaux pesticides et qu'on balance par épandage. Donc, on n'a absolument pas tenu compte de ce qui a été dit au niveau scientifique, de ce qui a été prouvé scientifiquement, et on continue les mêmes erreurs, tout simplement parce que c'est toujours la même équation. Intérêt économique, facture sanitaire, eh bien, notre système privilégie, quel que soit le message scientifique, si vous voulez, les intérêts économiques. Alors, je voudrais tout de même qu'on dise un mot du reste, si vous voulez, parce que dans les causes du cancer, ce n'est pas que la chimie. La chimie, à la louche, c'est un cancer sur 2.
parmi les cancers liés à l'environnement, c'est un cancer sur 2. C'est ce que j'avais publié et dit dès 2004. Aujourd'hui, vous avez également, bien sûr, les cancers d'origine physique, en particulier liés au rayonnement, qui représentent à peu près 15% des cancers liés à l'environnement. Ces cancers sont, bien sûr, on connaît depuis Marie Curie au début du XXe siècle, et Röntgen, les cancers liés aux rayons X pour Röntgen et à la radioactivité par Marie Curie. Ceci est clair. Mais maintenant... Alors, en passant, permettez-moi, oui. Je voudrais mentionner que il est conseillé aux personnes qui veulent rester en bonne santé d'éviter au maximum de se faire des radios inutiles. Voilà. Donc ça c'est clair. En particulier pour le sein. Les médecins ont été les premières victimes, les premières victimes des rayons X, puisqu'ils ont appelé des cancers des mains, tout simplement parce qu'ils manipulaient sous une ampoule radioscopique pour réduire les fractures, par exemple, ils prenaient donc des rayons X en grande quantité, et la radiodermite du radiologue, si vous voulez, est tout à fait connu et dégénérant comme par cancer. Donc maintenant, on a limité la radiographie délivre des doses de rayons X beaucoup plus faibles, 10 fois moins importantes qu'une radioscopie, et donc effectivement, c'est moins dangereux que la radioscopie, qui a été abandonnée. Tout en sachant que la répétition des radios n'est pas forcément bonne. Alors, il y a tout un schéma qui doit être fait, une vigilance qu'il faut avoir en matière de cancer du sein. Il est évident que le sein est un organe très très radiosensible et donc peut donner des cancers d'origine donc liés aux rayons X, et donc il faut limiter la pratique des mammographies, tout en sachant qu'il y a certaines formes de cancer du sein, ou en tout cas d'états précancéreux, qui vont tout de même nécessiter la pratique de radiographie de contrôle, de mammographie de contrôle suffisamment fréquente, à moduler, car il y a d'autres moyens de diagnostic, notamment du dépistage, qui est l'échographie et puis le simple examen manuel. Donc vous avez tout à fait raison d'insister sur cela, mais je dirais que ça n'est pas, si vous voulez, le risque majeur maintenant, parce que je pense que au plan médical, mes confrères sont bien formés à cela et respectent, si vous voulez, les règles qui est de ne pas faire de mammographie lorsqu'il y a des antécédents, ou d'en faire le moins possible lorsqu'il y a des antécédents de cancer du sein dans la famille, ou à des femmes qui présentent un état précancéreux sous forme d'une massopathie hyperproliférative, par exemple. Vous êtes d'accord, docteur Bellefomme, qu'il faut éviter au maximum les mammographies. Et surtout, si vous voulez, bien sûr, ne jamais faire de radiographie chez la femme enceinte. Ceci est tout à fait formel là-dessus, et d'en faire le moins possible chez l'enfant également. Alors, sauf urgence. Mais vous allez certainement nous parler des glioblastomes, en particulier des cancers du cerveau, dont certains seraient liés à l'utilisation du téléphone portable. Oui, c'est justement cela que je voulais, ce en quoi je voulais venir, c'est justement les champs électromagnétiques maintenant, car nous sommes véritablement en face de la possibilité d'une véritable épidémie mondiale, puisqu'il y a à peu près 5 milliards de personnes qui utilisent le portable. Bon, alors le cancer n'est pas, si vous voulez, d'ailleurs le risque le plus important de l'utilisation abusive du portable, des champs électromagnétiques à radiofréquence ou hyperfréquence en général, puisque, si vous voulez, le risque majeur, c'est en fait la maladie de l'Alzheimer. Ça, c'est clair et net, puisque quand vous avez un portable, un téléphone portable ou un DCT, c'est-à-dire un mobile, si vous voulez, à proximité de l'oreille, c'est le cerveau qui est à quelques centimètres de votre portable qui en prend plein la figure, si j'ose dire, et qui va avoir des anomalies. Mais il est clair que du côté où vous utilisez le portable, il y a un risque de tumeur du cerveau. Ce risque a été tout à fait mesuré, est absolument connu aujourd'hui. Si vous avez moins de 20 ans, le risque est multiplié par 5 de cancer du cerveau si vous utilisez un téléphone portable, plus d'1 heure par jour pendant 5 ans.
ceci est absolument clair et net, oui. a été démontré par mon ami Lennart Ardell en Suède, et avec qui d'ailleurs nous travaillons, et donc ce qui veut dire qu'il y a des règles de protection à mettre en place dans l'utilisation du téléphone portable. Surtout chez les enfants. Surtout chez les enfants. Et nous avons actuellement un projet de loi qui est fait par la députée Laurence Abeille, que j'ai rencontrée il y a quelque temps à l'Assemblée nationale. Et on peut dire que ce projet de loi, je ne sais pas jusqu'où il ira compte tenu des perspectives politiciennes actuelles, mais il est clair que, si vous voulez, ce projet de loi est insuffisant. Il a été négocié au minimum avec les opérateurs et est insuffisant en matière de protection sanitaire. Et donc, si vous voulez, d'ailleurs, le lien, d'ailleurs, si vous voulez, pour dire que la santé n'intéresse pas trop nos politiques actuelles, c'est qu'on n'a pas de ministère de la Santé. Nous avons qu'un ministère des Affaires sociales. On a supprimé le ministère de la Santé. Oui, ça c'est ahurissant. C'est ahurissant. Mais remarquez, bon, le moins il y a de ministres, le moins on leur donne l'occasion de nuire. C'est une autre façon de voir les choses. Oui. Maintenant, pour revenir... Enfin, c'est un oubli regrettable tout de même. Oui, mais c'est symptomatique. Mais en ce qui concerne quand même le portable, il faut quand même dire aux gens, écoutez, surtout n'utilisez pas votre portable 1 heure par jour, ça vous... C'est clair. Mais il y a beaucoup de gens qui le font. Bien sûr. La règle, malheureusement, c'est 20 minutes par jour, pas plus de 20 minutes par jour, par séquence de 6 minutes. De faire en sorte que les enfants, avant 12 ans, n'utilisent pas le portable. Après 12 ans, essayez qu'ils ne l'utilisent pas avant 15 ans. Et il est clair, si vous voulez, que là, il faut recommander aux femmes enceintes d'utiliser le moins possible un téléphone portable, puisque là, le fœtus est excessivement vulnérable. Il n'y a pas que le portable. Il y a le Wi-Fi des ordinateurs. Et alors, par exemple, je ne sais plus si c'est lors d'une émission où vous étiez invité, mais j'avais vu un cas d'une personne qui avait attrapé, un jeune homme qui avait attrapé un cancer des testicules parce qu'il avait sans arrêt son portable sur les genoux. Ah oui, tout à fait. J'ai eu d'ailleurs, après la dernière émission sur les champs électromagnétiques sur portable, j'ai eu un nombre de coups de téléphone et de malades vus en consultation absolument phénoménal. Oui, enfin bon, si vous voulez, on aimerait mieux qu'il ne le soit pas. Tout à fait. Mais en tout cas, si vous voulez, ce sont des choses qui sont vérifier, parce que certaines personnes nous disent bon, bien écoutez, si le portable rendait malade, ça se saurait, et ainsi de suite. Tout ça sont de billevesées, mais ce n'est pas vrai. On a quand même disons, on peut quantifier tout ça. Alors ça ne veut pas dire non plus que si on téléphone avec un portable de temps en temps, on va automatiquement tomber malade, mais ça veut dire que le risque est multiplié par des facteurs importants, et il va y avoir des malades. Je répète que, par exemple, nous citions dans une autre émission l'exemple, par exemple, d'un vaccin qui est connu pour avoir 1 cas sur 1000 d'effets secondaires sérieux. Je me demande s'il ne s'agissait pas du Gardasil, d'ailleurs. C'est un vaccin qui est très controversé. On va en parler. Mais si vous voulez, pour revenir sur ce point, si vous avez une chance sur 1000, ça veut dire si vous faites vacciner, bon, vous dites je peux passer entre les gouttes, 999 sur 100. Mais ça veut dire si on vaccine 1 million de personnes, il y aura 1000 personnes qui seront atteintes. Et donc ce point est important, et il faut pas non plus dire que tout le monde va tomber malade, mais néanmoins le risque est quelque chose d'inacceptable lorsqu'il s'agit de produits, je dirais, de grande consommation. Professeur Belleport. Alors oui, je voudrais tout simplement, en matière de champs électromagnétiques, souligner qu'il y a un deuxième type de cancer qui est lié, non pas aux radiofréquences, comme c'est le cas pour ce qui est des tumeurs cérébrales, mais maintenant aux hyper basses ou basses fréquences, qui est la leucémie aiguë de l'enfant. Puisque si vous habitez à moins de 200 mètres d'une ligne à haute tension, par exemple, eh bien, vous avez chez l'enfant un risque multiplié par 2 de leucémie aiguë. Alors vous me direz que réponse des opérateurs, c'est un très faible nombre de cas, mais moi en tant que médecin, si vous voulez, qui répond au serment d'Hippocrate tout de même, c'est la base de notre métier, il est évident que un enfant atteint de leucémie aiguë lié tout simplement au fait que il y a eu une maison qui a été construite à proximité d'une ligne à haute tension, ceci ne me paraît pas normal et acceptable. Donc j'ai été d'ailleurs auditionné par un certain nombre de députés à ce sujet, et un rapport a été
a été fait qui reprenait en grande partie ce que j'avais dit à l'époque, mais le rapport est resté rapport, c'est-à-dire lettre morte, en définitive. Oui, alors il faut savoir que l'électricité de France a été pendant très longtemps un État dans l'État, c'est-à-dire qu'elle pouvait pratiquement se permettre de faire passer ces lignes des lignes électriques là où elle voulait. Mais ce problème est moins important si vous avez une alimentation simplement de votre compteur électrique, parce qu'il faut que l'électricité arrive chez vous, que pour les lignes qui sont à moyenne tension et à haute tension. Et il est très dangereux quand même d'habiter à proximité, comme on le voit parfois. Lorsque vous avez une ligne à très haute tension, vous avez 400 000 volts, eh bien essayez simplement de vous promener pas loin du pied du pylône et vous sentez quasiment le champ électrique en grandeur. Et le fait d'avoir des enfants là-dedans, c'est quelque chose. Un petit mot peut-être sur les gardes d'asile que vous avez suggéré là à l'instant, avant de passer tout de même, si on a le temps, à la prévention. Allons-y rapidement, parce que j'ai mentionné le cas du garde d'asile. Oui, il y a des virus qui donnent des cancers, cancer du foie notamment par le virus de l'hépatite B et C. Donc ça, c'est clair et net. Je viens juste avant de venir voir d'ailleurs une pauvre femme venue me voir pour un cancer du foie lié à une hépatite C. Il y a bien sûr des cancers du col de l'utérus. Et là, on va retomber sur le garde d'asile, sur ce vaccin anti-papillomavirus qui donne des complications et qui n'est pas à recommander en tant que vaccination de masse. Contrairement à ce qui est dit par l'industrie pharmaceutique actuellement, ce vaccin, si vous voulez, enfin on pourrait en parler des heures et des heures, donne des anomalies du système nerveux central, des paralysies. Vous avez aujourd'hui dans le monde 20 000 fillettes qui ont été vaccinées par un vaccin papillomavirus qui n'est pas forcément que le garde d'asile et qui malheureusement sont en fauteuil roulant actuellement liés à des paralysies. Donc c'est un message à évoquer. Claire, il faut pas se faire vacciner par le garde d'asile. Enfin, disons pour les jeunes filles et d'ailleurs il est question même d'étendre cette vaccination, ce qui paraît aberrant aux jeunes garçons. Donc évitez, parents, jeunes femmes, jeunes gens, de vous faire vacciner contre le garde d'asile. Alors, docteur Bellepomme, je répète que nous sommes sur Radio Courtoisie dans cette émission Comment prévenir le cancer. Nous avons maintenant 5 minutes et vous 4 mettons, et nous devons essayer d'aborder tous les différents sujets que nous n'avons pas pu aborder dans l'émission. Alors d'abord, je voudrais mentionner, puisque vous serez trop modeste pour le faire vous-même, que nous avons parlé de la prévention primaire presque constamment, c'est-à-dire avant éviter les causes du cancer, la prévention secondaire, c'est-à-dire déceler le cancer, et là vous pouvez parler de votre brevet de dépistage du cancer par prise de sang, qui est un immense progrès thérapeutique. C'est une révolution médicale énorme parce que, si vous voulez, d'abord nous avons pris un brevet mondial, nous avons donc mis au point un nouveau test de dépistage qui consiste en une seule prise de sang et qui va nous permettre de déceler chez des sujets apparemment bien portants l'existence éventuelle d'un cancer actif. C'est-à-dire que ça ne marche pas sur des cellules cancéreuses qui ne sont pas actives, c'est-à-dire qui ne sont pas métaboliquement actives. Par contre, ça marche quand les cellules cancéreuses se mettent à proliférer et deviennent actives. Alors, ce brevet est encore en cours de recherche. Il est dans le domaine public maintenant. Enfin, la découverte est maintenant dans le domaine public. Il y a encore que très peu de laboratoires en France qui font ce dépistage. Je vais moi-même ouvrir une consultation de prévention environnementale des cancers à partir au mois de juin, dans lequel nous pourrons faire ce dépistage. Il est fait à Nice, il est fait à Metz, il est fait en Belgique, notamment à Liège, donc encore dans des centres de recherche, dans quelques laboratoires privés actuellement. Voilà. Donc c'est une très très grande découverte qui non seulement va nous permettre de dépister le cancer au tout début, mais en plus probablement de mettre au point une thérapeutique. Nous venons de déposer un projet de deuxième brevet pour la mise au point d'une nouvelle thérapeutique du cancer basée sur le retrait de cette fameuse molécule que nous dépistons et qui est un témoin du métabolisme des cellules. Permettez-moi, professeur Bellepomme, de vous féliciter pour cette découverte majeure. Bien entendu, si vous voulez, ça permettra d'aller très vite dans le dépistage du cancer, parce qu'on peut très bien dépister le cancer en
faisant passer une personne avec un examen médical absolument complet, mais là, c'est juste avec une goutte de sang, en fait. Et en plus que nous cherchons à mettre au point maintenant, c'est un dépistage salivaire. Ce qui sera encore beaucoup plus... Alors écoutez, ça c'est sur la prévention secondaire, c'est-à-dire déceler, déceler le cancer une fois qu'il est mis en place, et on pourrait en parler de. Alors là, il y a, disons, la façon de déceler les cancers, ça va des biopsies aux analyses chimiques, les taux de PSA, etc. Voilà. Alors là, il nous reste peut-être une petite minute. Est-ce qu'on pourrait juste dire un mot sur la prévention tertiaire prévue? Alors la prévention tertiaire, c'est très simple. Là, on rentre dans le domaine de la cancérologie médicale proprement dit. C'est-à-dire que quand une personne a été traitée avec succès pour un cancer local, c'est-à-dire un cancer qui n'est pas avancé, soit par chirurgie, soit par radiothérapie, eh bien, il faut éviter la rechute. Et la grande découverte qui a été faite il y a de ça plusieurs années maintenant, c'est préventivement, on fait une chimiothérapie ou une hormonothérapie de façon à éviter une rechute. C'est ce qu'on appelle la prévention tertiaire. Et il est évident que là, c'est un progrès majeur de la cancérologie. Donc globalement, si vous voulez, pour nous résumer, il est clair que s'il y a eu s'il y a un phénomène de santé publique majeur aujourd'hui, on peut dire un fléau de santé publique qui concerne le cancer, il y a tout de même des progrès qui ont été faits au niveau thérapeutique chez les malades, puisque on arrive tout de même à guérir un malade atteint de cancer sur 2 maintenant. Écoutez, merci professeur Bellepomme. Nous avons malheureusement abordé simplement une toute petite partie des sujets. Je répète que notre émission était comment prévenir le cancer, et j'espère que nos conseils et nos remarques pourront aider toutes les personnes qui veulent rester en bonne santé. Merci professeur Bellepomme, et je donne rendez-vous à tous nos auditeurs dans 4 semaines pour un prochain journal des sciences et des techniques. Merci. Bonsoir.